Donc, je vais me pencher aujourd'hui sur les nouvelles possibilités. Je vais essayer de vous présenter de nouvelles possibilités de recherche offertes par les corpus multilingues. Concrètement, je vais parler du corpus multilingue Intercorp qui a été déjà mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui. Et je vais essayer donc d'illustrer ces possibilités sur des exemples donc, tirés de la sémantique spatiale, donc de la lexicalisation du mouvement. Néanmoins, tout d'abord, je tiens à souligner que je ne suis pas spécialiste en sémantique spatiale, contrairement à la plupart d'entre vous, je l'avoue honnêtement. Et comme Laure l'a déjà signalé, donc mes domaines de recherche de prédilection sont surtout Corpus-Based Translation Studies, donc traductologie basée sur corpus, et Corpus-Based Contrastive Studies, donc la linguistique contrastive basée sur corpus également. Et je travaille sur la complexité syntaxique, donc ce sera en fait le sujet de la dernière conférence donc de la semaine prochaine, et également sur les converbes, c'est-à-dire par exemple donc, les gérondifs, les transgressifs en tchèque et les imiesłów, przysłówkowe en polonais. Et c'est justement en travaillant sur les converbes que je me suis rendu compte que j'ai abordé ce sujet donc, de la sémantique spatiale, parce que j'étais confrontée à des exemples comme par exemple celui-ci, tiré donc du roman de Milan Kundera, récemment disparu, donc La valse aux adieux. Parce que comme vous pouvez le voir, donc le tchèque, tout comme l'anglais, donc appartient à des langues donc à cadrage satellitaire contre le français, qui par exemple pour la manière donc l'encode par justement le converbe, c'est-à-dire le gérondif. Euh, En fait, ce qui est également, donc je vais vous faire grâce donc, de cet aperçu parce que vous le connaissez mieux que moi, donc des recherches précédentes sur la lexicalisation du mouvement. Et je voulais surtout signaler également donc, les classifications donc, de Michel Ornag et des études concrètes donc, réalisées également par Laure Sarda. Et également, ce qui était intéressant pour moi, c'était la perspective traductologique, c'est-à-dire les conséquences de ces différences structurelles en traduction, c'est-à-dire donc les Unique Item Hypothesis ou bien donc les effets de l'interférence. Et donc, vous savez très bien également que donc, si nous prenons cette dichotomie traditionnelle thalmienne entre donc, les langues à cadrage satellitaire et les langues à cadrage verbal, il y a néanmoins, donc, et c'est récemment, ça s'est démontré qu'il y a également des différences importantes intratypologiques donc, à l'intérieur donc, de ces grands groupes. Et il y a un article intéressant paru récemment donc, de Lewandowski et Öcalan donc de 2023 qui s'est justement penché donc qui a analysé les différences entre l'expression du mouvement physique et du mouvement métaphorique. Donc, je crois que c'était polonais, espagnol et allemand. Et qui a démontré également que justement dans le mouvement métaphorique, il y a également des différences intratypologiques donc, entre l'allemand et le polonais. Donc pour l'anglais, pour la plupart d'autres, donc pour beaucoup d'autres langues, y compris le chinois également mentionné aujourd'hui, donc il y a pas mal de travaux déjà parus. Et donc on peut se poser la question, où en est le tchèque? Donc, pour le tchèque, il existe pas mal d'études donc, qui adoptent l'approche psycholinguistique ou bien donc, dans le domaine de l'acquisition du langage. Et également pour l'approche cognitive, c'était un article plutôt, donc, approche plutôt générale. En ce qui concerne les études contrastives basées sur le corpus, donc le corpus intercorp, donc on a une étude intéressante donc, de l'analyse des traductions de l'espagnol vers le tchèque, donc, qui se penche également sur l'expression de manner, donc de la manière. Par exemple, corriendo. Donc, l'article s'appelle salir o salir corriendo. Et donc, à corriendo, on va encore revenir donc, dans cette présentation un peu plus tard. Et il y a également un livre qui va paraître très prochainement de Michaela Martinkova en anglais, donc, et qui analyse le phénomène de boundary crossing également donc, entre l'espagnol, le tchèque et l'anglais. Et pour le français et le tchèque, à ma connaissance, pour le moment, rien. Donc, il y a un champ de recherche qui s'ouvre donc à de futurs chercheurs. Naturellement, je ne peux pas combler cette lacune en cette petite présentation parce que moi, ici, je vais me concentrer plutôt sur des questions méthodologiques et très pratiques. Donc, comment, donc la question de recherche que je me pose, c'est-à-dire comment le corpus multilingue intercorp et les outils basés sur ces données parallèles peuvent faciliter l'analyse contrastive de la lexicalisation du mouvement, par exemple par l'identification automatique des équivalents de traduction, l'analyse des propriétés combinatoires des verbes, de l'expression de la figure manner, etc.
et également le repérage potentiel des emplois métaphoriques donc de ces verbes. Et la deuxième question de recherche, donc d'ordre plutôt linguistique, donc c'est donc quelles sont les différences intertypologiques et intratypologiques entre donc l'anglais, le français et le tchèque dans l'expression du mouvement physique et métaphorique. Et donc en me basant sur cet article déjà mentionné de Lewandowski et Öcalishkan, donc je propose deux hypothèses, je formule deux hypothèses. Donc pour le mouvement physique, donc je m'attends à ce que les différences dans la lexicalisation du mouvement physique soient attestées au niveau intertypologique. Et pour le mouvement métaphorique, également au niveau intratypologique, c'est-à-dire entre le tchèque et l'anglais. Mais donc le plus important sera donc les questions de méthodologie de travail sur le corpus, comme c'était promis dans le titre de l'article. Donc de la conférence. Donc tout d'abord, une petite présentation du corpus parallèle intercorp et ensuite donc je vais me lancer dans la présentation d'un outil qui s'appelle TREC, Translation Equivalence Database, donc dont les données sont basées justement sur le corpus intercorp. Et ensuite, je vais présenter donc la notation syntaxique selon le schéma commun de la notation en Universal Dependencies dans le corpus intercorp et deux applications possibles que je propose pour la recherche donc, sur la lexicalisation du mouvement, d'une part pour manner et ensuite pour figure. Et ensuite, donc, conclusion, question ouverte et surtout la discussion. Donc, je crois que c'est la partie la plus importante de toute conférence. D'accord. Donc, pour Intercorp, donc l'accès se fait à partir donc, de ce site-là. Et donc, l'accès est gratuit et vous pouvez utiliser votre login institutionnel, donc universitaire, donc si vous l'avez, donc je crois que la plupart d'entre vous l'ont. Sinon, on passe par l'enregistrement donc, donc sur le site du corpus. Sinon, pour vous donner également le temps de copier, donc de faire marcher donc, le QR code, donc le projet a été lancé déjà en 2005 et déjà en 2008, la première version du corpus a été rendue disponible sur Internet. Et on est actuellement à la version 16, donc, qui a été lancée l'année dernière. Et en préparation est la version 16 UD, c'est-à-dire la version donc, annotée en Universal Dependencies, donc, dans laquelle nous avons réussi à implémenter des mesures de la complexité syntaxique. Donc, ce sera très prochainement dans les semaines à venir, donc ça va être disponible. Sinon, on va faire donc dans cette présentation, donc je vais me concentrer, donc je vais utiliser surtout les données de cette version 13 UD, c'est-à-dire c'est la version, donc la première version annotée en Universal Dependencies en complet, d'accord, où c'est vraiment disponible. D'accord, on y va. Si vous vous ennuyez pendant la présentation, vous pouvez déjà jouer avec le corpus et faire des recherches. D'accord, Liga et Soba. La perspective. Donc, Intercorp. En fait, c'est pas moi qui crée l'Intercorp, d'accord? Donc, je vais pas faire des louanges donc, de moi. Mais en fait, Intercorp est assez spécial dans le cadre des autres corpus parce que en fait, il montre de bons paramètres donc, sur les deux axes donc, de ce graphique. D'abord, donc, il montre, en même temps, il est grand, d'accord, et ensuite, il montre une bonne diversité, donc en variation en type textuel représenté, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des corpus multilingues, et également, il montre une grande diversité dans les langues représentées. Ce que ça donne concrètement, donc, ce n'est pas l'idéal encore, on est modeste, mais donc ça s'approche. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, dans la version 16, donc, le corpus Intercorp englobe, donc, inclut 62 langues, dont 48 sont annotées en Universal Dependencies. Vous pouvez voir donc, ici, donc, à la fin, je crois que vous ne voyez pas, donc ici, c'est ZH, d'accord? Donc, c'est chinois. Et ça peut paraître petit, mais c'est quand même donc 72 millions de mots pour le chinois. Et comme vous ne le voyez pas vraiment, d'accord. Donc, c'est les corpus, donc les types textuels qui sont représentés dans le corpus. Donc, core, c'est en premier lieu, ce sont surtout des textes littéraires, mais également une partie donc, de textes non-fiction, donc scientifiques. Syndicate et Press Europe, ce sont des textes journalistiques. Acquis communautaire, c'est acquis communautaire. Europarl, également aujourd'hui déjà mentionné, c'est Europarl, et Subtitles. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est un grand sous-corpus de sous-titres de films. Et il y a également la Bible représentée en 18 langues. Donc, c'est tout cela, donc la variété des langues. Donc,
ici, vous pouvez voir donc la liste des langues disponibles et vous pouvez chercher les vôtres donc, qui vous intéressent. Et je vais en profiter juste pour préciser qu'on n'a pas tous les textes, naturellement, dans toutes les langues. D'accord? Donc, les intersections entre les différentes langues sont plus grandes ou moins grandes en fonction de ce que vous choisissez. C'est-à-dire, si vous choisissez, par exemple, l'espagnol et l'anglais, c'est mieux, d'accord? Vous vous souvenez du graphique, mais si vous choisissez, par exemple, le finnois et le chinois, donc l'intersection sera beaucoup plus restreinte, d'accord? Il faut compter avec ça également. Donc, l'accès à l'analyse de données, c'est quelque chose pour vous donner donc, un peu la perspective donc, de ce dont je vais parler, c'est-à-dire donc l'approche, donc l'accès aux données vraiment principal, c'est donc l'interface de corpus qui s'appelle context. Donc, le corpus s'appelle Intercorp et l'interface, donc le moteur de recherche s'appelle Context. Donc, c'est ce que vous avez ici. Néanmoins, vous avez également pas mal d'applications qui utilisent les données de corpus Intercorp que vous pouvez également utiliser, dont TREC, donc, dont je vais parler dans un instant un peu plus en détail. Donc, TREC est Translation Equivalence Database, qui permet donc l'analyse rapide d'équivalent de traduction. Rapide ne veut pas dire fiable à 100%. Donc, on va le voir dans un instant. D'accord, donc on va se lancer donc dans TREC, parce que c'est d'abord dans TREC parce que c'est plus facile, et ensuite on va passer à Intercorp et Universal Dependencies Annotation. D'accord, TREC. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est donc Translation Equivalence Database. C'est un outil en ligne qui est basé sur les données du corpus parallèle, mais attention, version 15. C'est-à-dire, si vous faites la recherche, par exemple, sur la version 16, et donc ce n'est pas tout à fait comparable avec les données que vous obtenez pour TREC. D'accord? Donc, si vous écrivez un papier, donc là, il faut ensuite donc les signaler naturellement. Et ensuite, il y a une autre limitation, c'est-à-dire c'est basé sur word-to-word alignment, mais seulement sur les one-to-one segments. Juste pour rappel, donc, si vous avez une concordance parallèle, donc vous avez le texte original et le texte, donc la traduction, donc soit vous avez one-to-one segment, c'est-à-dire vous avez une phrase en français, par exemple, et une phrase en tchèque. Mais vous avez également les non-one-to-one segments, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez une phrase donc en français, mais qui est divisé en 3 phrases en tchèque, c'est-à-dire c'est non-one-to-one segments. Et ces segments-là sont pour des raisons techniques exclus de l'analyse sur TREC. D'accord? Il faut également compter sur ça. D'accord, comment faire l'analyse? C'est très simple. Vous choisissez la langue de départ, vous choisissez la langue cible. Attention, ça ne veut pas dire que ça, c'est donc la langue de départ pour l'original, et ensuite, c'est donc la langue cible. C'est juste ce qui est aligné, d'accord? Ensuite, vous choisissez donc les modalités de la recherche. Vous tapez le mot que vous cherchez. Et ici, avant, c'était donc les collections. C'est-à-dire, vous pouvez choisir donc, quel type textuel, quel sous-corpus vous voulez. D'accord. Donc, c'est soit, donc, par défaut, c'est tout. Mais vous pouvez choisir, par exemple, seulement les sous-titres ou bien seulement les textes journalistiques, etc. On peut le limiter comme ça. D'accord. Et vous obtenez par exemple ça. Donc, si vous cherchez, comme vous le voyez ici, donc le verbe français arriver et ses équivalents en anglais. D'accord? C'est ça. Donc, vous savez pourquoi je l'ai choisi. Donc ici, vous voyez par exemple, mais je ne vais pas trahir tes résultats, mais ici, donc, vous voyez que ce que le TREC vous montre, c'est d'abord donc la fréquence absolue, donc pour les différents équivalents de traduction. Ensuite, la proportion, donc le pourcentage de cet équivalent dans l'ensemble de ces occurrences, et ensuite donc la liste des différents équivalents de traduction. Et vous voyez que ce qui vient en premier lieu, c'est donc l'emploi existentiel, donc le sens existentiel du verbe arriver. Donc, ce que Laure avec Lise Fontaine ont déjà constaté, donc ces données démontrent que French arrivé collectifies more meanings than English arrive. Et ce qui est également intéressant du point de vue méthodologique, c'est que donc ces données parallèles, d'accord, donc les corpus parallèles, peuvent vous servir comme miroir sémantique donc de la langue de départ. C'est donc l'expression de Dybvig, ou bien l'expression, si on reprend l'expression de Johansson, donc le fondateur de la linguistique contrastive basée sur corpus, c'est donc seeing through multilingual corpus. Donc, à travers le miroir des données parallèles, vous pouvez trouver ce qui est caché, en fait, par exemple, dans un même lexème, donc de la langue de départ. Ce que vous pouvez également faire dans TREC, c'est donc cliquer sur le mot en question et vous pouvez voir ensuite les concordances parallèles, d'accord? Donc, vraiment les exemples.
Donc ici, vous avez un exemple de l'emploi existentiel et également dans l'exemple 3, donc nous sommes arrivés par la diligence avec l'équivalent we came, donc come, qui a déjà été mentionné aujourd'hui aussi. Néanmoins, ce qui est important donc, à mentionner, c'est-à-dire word-to-word alignment automatique, c'est-à-dire nécessairement il y a des erreurs. Ce que vous voyez par exemple ici, donc track, donc par word-to-word alignment, donc il a donné comme équivalent de arriver, donc de ce verbe arriver, il a donné came dans ce cas-là. Donc c'est, excusez-moi, donc ça a bougé donc la flèche. Donc c'est donc, normalement, on devrait avoir donc arrivé, arrive, et tomba, came, mais donc Trek l'a analysé comme arrivé, came. D'accord? Donc, c'est parce que c'est l'alignement automatique. Donc, ce qui est toujours, donc, ce que je recommande donc de faire dans Trek, c'est toujours aller dans les données. C'est-à-dire vérifier. Donc, ne vous fiez pas juste sur les pourcentages, mais vraiment aller dans les données et vérifier si c'est vraiment correct, s'il n'y a pas un piège caché. Ensuite, ce que Trek permet de faire, c'est également donc, de faire des analyses contrastives. Par exemple, on peut faire la même liste pour le tchèque, c'est-à-dire qu'on peut prendre le verbe arriver en français et faire la liste des équivalents en tchèque. Et nous voyons déjà qu'il y a donc des similarités qui se montrent, c'est-à-dire naturellement donc, le sens existentiel qui domine. Néanmoins, il y a également et ensuite ce sont les verbes de mouvement. Néanmoins, il y a des différences. Par exemple, comme vous le savez, donc le tchèque, donc comme d'autres langues slaves, donc donne plus de détails sur la manière du mouvement. C'est donc come walk, pshit, come vehicle, quelque chose comme ça, donc pshit, etc. Et également des spécifications aspectuelles des différents, donc les variantes aspectuelles des différents verbes. Si nous prenons un autre verbe, donc je vous ai promis de courir, donc on court. Donc ici, on a le verbe courir et les équivalents en anglais, et on peut voir qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire c'est lancé dans l'ensemble du corpus, et donc certains emplois ne sont pas vraiment pertinents parce que vous avez par exemple current account, c'est donc le compte courant, donc qui est donné comme équivalent. Donc pour un peu rendre les résultats un peu plus pertinents, donc ce qui est bien, c'est donc de restreindre ici dans les collections, de restreindre par exemple seulement sur fiction, d'accord, bien sûr core, donc qui inclut surtout fiction, et vous voyez déjà que les résultats sont un peu plus pertinents. Non, vous ne le voyez pas. Donc c'est run, rush, race, chase, hurry, go, etc. Donc vous avez comme équivalent là-bas où c'est caché. Mais donc je vais rien vous cacher. Donc vous voyez, donc c'est déjà plus pertinent. Donc l'astuce méthodologique, c'est donc de limiter la recherche sur un corpus spécifique, par exemple core, et donc comme ça, donc on obtient sur subtitles, d'accord, et comme ça, on obtient des résultats un peu plus pertinents. Donc pour résumer, l'outil Trek, ses avantages, donc il est rapide et facile à utiliser, donne un aperçu rapide de la proportion des équivalences. Il est multilingue, mais il donne donc des mots simples. Donc on peut analyser des mots simples, mais également des combinaisons de mots. Et il sert comme miroir sémantique donc dans les données parallèles. Néanmoins, il y a des inconvénients, des pièges méthodologiques. Premièrement, les segments non one-to-one ne sont pas inclus. Donc là, il faut vraiment que les phrases un peu plus longues, etc., c'est exclu. Certaines combinaisons de langues ou bien, ne sont pas disponibles du tout, ou bien sont disponibles seulement en quantité de données limitée. Et par défaut, on fait la recherche tous genres reconfondus. Et il y a également des erreurs d'alignement dues à l'alignement automatique. Donc la question qui se pose, c'est donc comment on peut améliorer, donc raffiner ces résultats un peu bruts donc, de cet outil. Et on va essayer de le faire donc, à l'aide donc, de la recherche directe dans le corpus intercorp, donc via l'interface contexte, et à l'aide donc, de la notation syntaxique donc, de Universal Dependencies. D'accord. Donc, juste un petit rappel donc, de la recherche sur le corpus intercorp. Donc, d'abord, c'est l'interface contexte, comme vous le voyez. Il faut choisir le corpus, par exemple, corpus intercorp version 13 UD. Ensuite, vous avez Aligned Corporate, c'est-à-dire vous choisissez avec quelle langue donc, vous voulez voir l'alignement. Et Restrict Search, donc là, vous pouvez par exemple choisir seulement par exemple des textes de fiction, subtitles, etc., et bien d'autres, ou bien seulement des traductions, ou bien seulement des textes non traduits, etc. Et donc, en tapant sur Recherche, donc vous obtenez les résultats, comme par exemple ça.
Et ce que vous pouvez ensuite, ah oui, vous ne le voyez pas, donc là-bas, donc en haut, il y a la fonctionnalité qui s'appelle frequency. Et c'est celle qu'on va utiliser le plus aujourd'hui, donc si vous voulez l'essayer vous-même, parce que dans Frequency, vous avez donc pas mal d'autres fonctionnalités pour le tri des résultats qui sont là-bas un peu cachés. D'accord. Question de recherche. Donc, juste un petit rappel. Donc, premièrement, donc, comment ce corpus intercorp donc, annoté en UD peut faciliter l'analyse contrastive. Et ensuite, donc, de l'expression du mouvement, et quelles sont donc les différences intratypologiques et intertypologiques dans l'expression du mouvement physique et métaphorique entre l'anglais, le français et le tchèque. Et je vais me concentrer sur un seul verbe, et c'est le verbe courir, comme je l'ai déjà annoncé. Juste pour le début, un petit rappel ou bien aperçu donc de ce que c'est que la notation en Universal Dependencies. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, il y aura juste 4 slides, mais très rapidement. Donc, Universal Dependencies, c'est un projet collaborateur large qui inclut actuellement plus de 150 langues, et même donc, pour des langues qui n'avaient pas à leur disposition donc, un corpus avant. La plupart des langues indo-européennes, mais ça change, d'accord? Ça n'a pas encore basculé, mais ça change. Et il y a 3 niveaux d'annotation. Donc, le premier, c'est UPOS. Donc, part of speech, c'est quelque chose que vous connaissez, par exemple, de Treatiger ou bien d'autres outils. Donc, il y a 17 Universal Part of Speech. Ensuite, FITS. Donc, il y a 24 catégories morphologiques qui sont language specific. Et ensuite, c'est quelque chose qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, ce sont les DEPREL, donc Universal Dependency Relations. Donc, ce sont les fonctions syntaxiques. On a par exemple ACL, donc c'est Nominal Clause, qui a une variante que vous voyez là-bas, d'accord, là-haut. Donc c'est ACL, RCL, c'est proposition relative. Donc si la langue dispose de propositions relatives, donc c'est possible de les chercher de cette manière-là. On a Adverbial, c'est Adverbial Clause, mais attention, donc délibérément, les auteurs de Universal Dependencies ont décidé de ne pas distinguer les formes verbales finies et les formes verbales non finies, parce que comme vous le savez très bien, pour certaines langues, cette distinction n'est pas pertinente. C'est-à-dire que adverbial donc inclut en même temps les propositions subordonnées circonstancielles à verbe fini, comme par exemple quand il partait, mais également le converbe, donc le gérondif en partant. Et ensuite, on a donc le DEPREL qui va nous intéresser le plus pour chercher les propriétés de la figure, en fait, donc dans l'expression du mouvement, et c'est N-subir, et c'est nominal subject. D'accord? Vous avez ces pierres court, ou bien le bruit court, donc on peut chercher les propriétés de nominal subject, donc de ce verbe courir. D'accord. Pierre est arrivé en courant. Donc ici, vous avez un exemple de phrase analysée en Universal Dependencies. Donc vous voyez que la priorité est donnée aux mots lexicaux, content words. Donc arrivé et donc root, donc le noyau de la phrase. En courant, c'est adverbial clause, et Pierre, c'est N-subir, c'est-à-dire nominal subject. Et ce qui est intéressant pour nous maintenant, donc pour la recherche sur le corpus et pour l'extension des possibilités de la recherche sur le corpus, c'est le fait que nous pouvons chercher non seulement ces mots concrètement, par exemple courir, courant, arriver, etc., mais nous pouvons les trier en fonction de leurs parents, c'est-à-dire de leur relation syntaxique. C'est-à-dire, nous pouvons par exemple chercher en courant, et nous pouvons dresser la liste de lemme de leur verbe régissant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et ou bien, on peut chercher le verbe arriver ou bien courir, et on peut dresser, par exemple, la liste de lemmes donc qui entre dans la fonction de leur sujet. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire et que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc, c'est-à-dire, quels autres verbes régissants? C'est-à-dire, parent. Donc, parent, c'est important parce que donc on va y ensuite revenir, par exemple, de en courant, bien de corriendo. Et c'est-à-dire quels sont les autres syntagmes nominaux qui peuvent assumer la fonction de sujet et comment donc cette liste de sujets peut nous permettre donc de distinguer par exemple les emplois métaphoriques et les emplois physiques. D'accord? Le bruit court ou bien la femme court, etc. Donc le verbe analyser est courir, comme je l'ai déjà signalé. Pourquoi? D'abord, les Jeux olympiques obligent, d'accord? Donc, on va courir. Et ensuite, c'est naturellement parce que ce verbe est intéressant. C'est un manner verb qui a déjà suscité beaucoup d'attention d'autres chercheurs.
Et donc, dans la classification de Michel Ornag, ici présent, donc c'est changement exprime le changement d'emplacement, mais pas de changement de relation locative. Et on peut analyser à partir de ce verbe-là, donc on peut analyser donc des différences intertypologiques, donc cadrage satellitaire, cadrage verbal, mais également intratypologique, donc entre le tchèque et l'anglais. Et c'est quelque chose que je vais essayer de vous montrer maintenant. On va commencer par manner, parce que c'est plus simple. Donc, dans le corpus, vous pouvez mettre, par exemple, choisir le français et vous mettez, par exemple, en courant ou bien en espagnol, corriendo. D'accord? Et vous pouvez utiliser cette requête-là. D'accord? C'est-à-dire, donc, vous cherchez corriendo, ensuite frequency, et ensuite, bien frequency, et ensuite parlement. C'est-à-dire, vous triez les données d'après les propriétés du parent. C'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais il y a l'arbre reproduit que je vais reproduire maintenant. Non, pas encore. Donc, il y a l'arbre, c'est-à-dire, vous vous souvenez, il y a un courant corriendo et vous triez les résultats en fonction des propriétés du parent, donc de cette expression-là. Et ce que vous obtenez, c'est ici, donc vous avez la liste de lemme qui entre dans la position donc, du verbe régissant de en courant en français. Et vous voyez déjà que donc, le verbe partir domine. Et donc, c'est avec l'autre verbe donc, de source, donc il représente à peu près 20% de toutes les occurrences de combinaison avec en courant. Si nous ajoutons les résultats pour l'espagnol, on peut le comparer. Ça, ce ne sont pas les traductions. Ce sont deux recherches monolingues, donc sur le français et sur l'espagnol. Donc sur l'espagnol, on a mis corriendo, et ensuite on a procédé à la même analyse, c'est-à-dire donc les verbes régissants de corriendo. On voit donc salir également, donc, qui représente même à peu près 25%, donc un quart de tous les résultats de combinaison avec corriendo. Néanmoins, il y a également d'importantes différences entre les deux langues. Premièrement, dans la fréquence relative donc en courant corriendo dans les deux langues. Donc, on a donc la fréquence moins élevée en français qu'en espagnol, ce qui naturellement peut être dû à la présence de périphrases verbales donc en espagnol, et également à l'utilisation de corriendo, donc de converbes en espagnol, également dans les fonctions qui sont exclues pour le gérondif français, c'est-à-dire par exemple l'attribut de l'objet. Donc, via el muchacho corriendo. Et naturellement, il faut éliminer dans l'analyse ultérieure. Ça, c'est juste une ébauche d'analyse, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Mais il faut éliminer les périphrases, il faut donc, analyser les différents types textuels, etc. Mais ça, c'est juste donc, un petit début. Sinon, oui, ça, je vais passer rapidement. C'est une analyse. Donc, ces différences en fréquence donc, entre en courant en français et corriendo en espagnol sont en fait donc, corroborées par une analyse que nous avons faite avec des collègues sur 4 langues romanes, donc le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Et ici, ça vous montre la fréquence relative des 4 converbes. Et nous voyons qu'en français, elle est la moins élevée. Et également, il y a donc vraiment les emplois périphrastiques, ce qui est en orange, sont vraiment très peu représentés donc en gérondif. Donc, les impôts vont en augmentant, etc. Donc, c'est vraiment pas représenté. Par contre, en espagnol, c'est une grande partie des occurrences. Donc, et la question maintenant intéressante pour moi également, donc c'était quels sont les équivalents de ces combinaisons, par exemple le verbe en courant en français, donc les équivalents en tchèque et en anglais. Donc, on peut pas. Donc, ces résultats que je vais présenter, premièrement, ne sont pas surprenants, c'est-à-dire donc le tchèque donc encode donc path donc donc, donc vous êtes parti en courant au là donc sur le préfixe verbal et donc la manière sur le verbe. Je viendrai en courant, nous, etc. Il a traversé le pays en courant, etc. Ce qui est montré également, et c'est attesté dans d'autres analyses sur les langues slaves, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité également donc, des langues à cadrage satellitaire, il y a une grande variabilité lexicale de verbes exprimant la manière. Et donc, multiplié en tchèque, bien dans les langues slaves, par la variation en aspect. Donc, on a zdrhat, zdrhnot, utikat, etc. Donc, tout cela, c'est partir en courant. Et également, ce qui apparaît dans des textes littéraires, c'est pas mal d'expressions figées, phraséologiques. Par exemple, vzniknohi na ramena, en tchèque, ça veut dire littéralement prendre ses jambes sur ses épaules, c'est-à-dire donc s'enfuir, partir donc, en courant. Donc, c'est un peu... Oui, je sais. D'accord.
donc des tendances similaires ont été observées également dans ces analyses, donc de l'espagnol vers le tchèque, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que donc, comme les analyses le montrent, il y a des propriétés de ground, donc de source, de goal qui entrent en jeu, et donc ne me posez pas des questions sur ça pendant la discussion, parce que je ne connais pas les détails. Je vais terminer la lecture du livre de Michaela Martinkova, et ensuite je vais vous dire. D'accord. Et en anglais. Donc, quelle est la situation en anglais? C'est-à-dire les équivalents de verbes en courant français en anglais. Encore une fois, similarité avec le tchèque, donc particules, satellites, exprime path, etc. Grande variabilité lexicale des verbes de manière. Il sorti rushed out of the Marx house. Par contre, il y a une différence, et c'est qu'on peut avoir des combinaisons telles que came running, donc 20 en courant, dans toutes les directions de traduction, et également à peu près dans tous les types textuels. Donc, c'est-à-dire, on a came running qui est attesté. Et ce n'est pas quelque chose de marginal, comme l'a montré cette analyse donc, de Marketa Mala, donc, qui a analysé donc, toutes les combinaisons sur corpus intercorp, donc les combinaisons de verbes avec ing form donc, en anglais. Et il montre donc come, donc la combinaison come avec ing form représente à peu près 7% donc, de ces combinaisons. Et donc les recherches sur intercorp montrent que, d'accord, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez le faire facilement, c'est-à-dire vous pouvez regarder, donc si vous avez la combinaison come plus running, d'accord, came running, etc. Donc vous pouvez analyser la fréquence relative et la fréquence absolue d'après la langue source du texte. Et ici, nous voyons que d'après la fréquence relative, d'accord, c'est IPM, instances, vous ne le voyez pas, d'accord, mais croyez-moi, il y a IPM, et donc c'est à peu près 20 IPM pour le russe, donc c'est la fréquence relative la plus élevée. Par contre, en fréquence absolue, cette construction est bien attestée également en anglais non traduit, c'est-à-dire en anglais original. C'est N, donc source language, N ici, d'accord. Donc c'est-à-dire c'est bien attesté donc en anglais. Et donc dans cette combinaison de come plus ing form, donc le verbe de mouvement représente donc les deux premiers rangs d'après l'analyse de Marketa Mala, les deux premiers rangs. C'est-à-dire, c'est came running est le plus fréquent, ensuite come flying, donc en deuxième place. Par contre, en tchèque, ça c'est exclu. Vous ne pouvě pas dire she shall be high, d'accord? On ne peut pas avoir donc path verb avec donc main verb. Et donc la raison en est simple, c'est-à-dire que en tchèque, on n'a pas de path verb neutre. Donc on n'a pas de verbe de trajectoire neutre qu'on pourrait utiliser dans cette constellation-là. Et à ma connaissance, et également dans mes analyses, en polonais, c'est la même chose. C'est-à-dire on ne peut pas combiner donc come, donc l'équivalent de come, avec le converbe polonais, c'est-à-dire imiesłów, przysłówkowe. Ça nous montre en fait qu'il y a des différences intratypologiques. Donc, c'est quelque chose qui est connu, ce n'est pas nouveau que ce que je dis, entre les deux verbes, donc deux langues satellitaires, cadrage satellitaire, c'est-à-dire l'anglais et le tchèque. Et c'était déjà montré par Fekelk dans son livre de 2014. C'est-à-dire qu'ici, elle montre que Polish, qui est proche du tchèque, est donc clairement satellite framed, le français plutôt verb framed, et l'anglais, donc quand même un cadrage satellitaire, mais donc avec des tendances. Et ce qui est également important à signaler, et ça, ce n'est pas mon analyse, donc je me base sur celle de Fekelk, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire que toutes les langues slaves sont clairement à cadrage satellitaire, parce qu'il y a par exemple le serbe et le croate qui, dans les analyses de Fekelk, nous montraient également des propriétés de verb framed. Donc, la situation est plus compliquée, mais je crois plus intéressante également donc, pour la recherche. Donc, la dernière partie, donc l'analyse l'application de Universal Dependencies dans l'analyse des sujets nominaux. Donc, comment, grâce à cette analyse, nous pouvons repérer les emplois métaphoriques, ou bien, si c'est possible, donc de repérer les emplois métaphoriques du verbe courir. Encore une fois, le corpus version 13 UD, donc annoté en Universal Dependencies, et on utilise, vous voyez, donc le DePrel N-subject, c'est-à-dire nominal subject, et on précise que PLMA, c'est-à-dire donc sa tête, d'accord, doit être le verbe courir. Et ensuite, on trie par fréquence et lemma. Et naturellement, cette recherche est réplicable pour d'autres langues, d'accord? C'est universel, c'est-à-dire qu'on peut mettre suédois. Par exemple, pour le suédois, est-ce que Alexandra est toujours là? Parce qu'on peut prendre, oui, on peut prendre par exemple Liga.
et on peut regarder quels sont les sujets de l'IGA, donc la liste de fréquences pour l'IGA. On a vu tomber, monter aujourd'hui, donc c'est un peu ça. D'accord, donc ça c'est ce qu'on fait, courir et on cherche les sujets et on se pose la question si on peut distinguer à partir de là les mouvements physiques et les mouvements métaphoriques. Donc, voici le résultat. Ça, c'est donc la liste de fréquences, encore une fois, de l'EM, d'accord, qui entre dans la fonction du sujet du verbe courir en français. Donc, ça ne surprend pas que sur la première, on trouve les pronoms, d'accord. Il y a il, qui, etc. Il y a néanmoins une expression figée, qui est cachée dans qui, ce sont par les temps qui courent. Et en général, c'est rendu en anglais par nowadays ou bien today, et en tchèque dnes, ce qui veut dire également today, ou bien at such a time, etc. Mais on va laisser ça de côté. On va se concentrer sur les sujets donc, nominaux. En 5e et 10e rang, sur le rang 5 et 10, ce qu'on trouve, ce sont en fait des noms abstraits, le délai et la période. Ce sont donc des sujets inanimés qui en fait expriment un intervalle temporel et c'est basé sur l'expression donc time is running, mais c'est figé. Et c'est quasiment limité seulement au sous-corpus de l'acquis communautaire. Donc vous avez la période, l'exemple numéro 12, la période d'exécution. Vous ne le voyez pas, la période d'exécution du plan court du 1er octobre au 30 septembre. D'accord, c'est courir. En tchèque et en anglais, en général, donc cet emploi donc, du verbe au mouvement métaphorique est gardé, mais parfois c'est explicité par le verbe start, donc commencer, c'est-à-dire que la période donc, commence, donc start, bien začíná également donc, en tchèque. Mais en général, c'est plutôt gardé donc, le verbe de mouvement dans les deux langues. Par contre, si nous prenons les deux autres mots inanimés, donc c'est le rang 4 et le rang 7, donc le bruit et la rumeur, donc c'est le bruit court, la rumeur court, bien les rumeurs courent également. À mon avis, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour moi, cette métaphore est basée sur le sens non directionnel de courir, c'est-à-dire la rumeur juste court, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas une direction, on ne veut pas envoyer la rumeur quelque part. Direction, mais on va juste la faire partager. Donc, c'est par exemple le bruit court qu'elle est enceinte. D'accord, j'ai choisi cet exemple-là. Parfois, donc en anglais, le verbe donc, exprime de mouvement qui exprime cette métaphore est parfois gardé. Donc c'est le verbe de mouvement est parfois gardé, c'est-à-dire the rumor traveled, ou bien the rumor was going around, etc. Mais le plus fréquemment, il y a plutôt un verbe statique, c'est have. Donc, rumor has it that she's pregnant. C'est beaucoup plus fréquent. Par contre, en tchèque, le verbe de mouvement n'est pas utilisé. Il peut théoriquement être utilisé, mais c'est vieilli. Ça a été attesté seulement dans un roman historique. Et ce qui vraiment domine, et ça, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire c'est l'explicitation de la modalité évidentielle qui est cachée dans the rumor, donc la rumeur court, le bruit court. C'est-à-dire qu'en tchèque, on a par exemple l'idée říkali, donc les gens disaient, povídají, c'est-à-dire povídá se, on dit que, etc. C'est-à-dire que ce sont toujours des verbes de dire qui sont équivalents de cette expression-là. Et également le prix, qui est un adverbe qui exprime la modalité évidentielle en tchèque et qui est, et vous ne le voyez pas non plus, mais prix, croyez-moi, en ancien tchèque, c'est basé sur la forme verbale pravěj, qui veut dire ils disent que. D'accord. Donc, ensuite, c'est raccourci. Maintenant, les locuteurs ne le perçoivent plus, mais c'est basé également sur un verbe de communication, un verbe de dire. Donc, mais le verbe de mouvement est exclu dans ce contexte-là. D'accord. Donc, c'était les sujets inanimés qui, vous voyez, donc, sont vraiment très hauts donc, sur la liste. Et maintenant, on vient donc aux sujets nominaux animés. Les femmes et les enfants sont vraiment les plus fréquents. Est-ce qu'on peut dire, d'accord, que les femmes et les enfants sont plus sportifs? Non. C'est ça. Ils courent le danger, ils courent le risque, etc. Ou bien les filles risquent un danger, etc. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas l'agent vraiment de l'action, ou bien quelque chose comme patient de l'action. Par exemple, 14, les femmes retraitées courent souvent le risque de vivre dans la pauvreté. D'accord. Et donc, le verbe de mouvement, dans le sens vraiment, donc courir dans le sens donc, du mouvement physique, est vraiment peu représenté parmi ces occurrences. Les équivalents en anglais et en tchèque sont intéressants.
parce que c'est plutôt un verbe statique, c'est-à-dire they are in danger, they have a risk, etc. Même si run, dans ce cas-là, en anglais, est également attesté, mais pas vraiment fréquemment. They run a risk, donc c'est possible. Par contre, en tchèque, et c'est également une différence intratypologique dans le mouvement métaphorique entre le tchèque et l'anglais, c'est-à-dire que le verbe de mouvement dans ce contexte est exclu. Donc, on ne peut pas dire je n'ai bieži riziko. D'accord, c'est pas possible. Mais on emploie par exemple une body metaphor. Ouais, d'accord, une body metaphor. Ženy čelí nebezpečí, c'est-à-dire les femmes font face, donc faire face à un danger. Donc, c'est pour les femmes et les enfants. Donc, en résumé, on pourrait dire que dans l'expression du mouvement métaphorique, donc basé naturellement, ce serait une analyse très limitée, donc basée sur l'analyse du sujet du verbe courir et ses équivalents donc, en tchèque et en anglais. Donc, on a observé des différences intertypologiques et intratypologiques en même temps. Conclusion, ce qui nous amène donc aux conclusions, donc on a couru vraiment. Et questions ouvertes. Donc, pour la première question, j'espère avoir démontré que les corpus multilingues et donc les outils basés sur ces données pourraient être d'une certaine utilité pour l'analyse, surtout l'analyse contrastive de la lexicalisation du mouvement. L'outil TREC, surtout pour l'identification rapide, donc un aperçu rapide des équivalents de traduction. Et donc, les données contrastives, donc les données parallèles peuvent servir comme miroir sémantique pour la langue de départ. Et le corpus intercorp annoté en Universal Dependencies donc, pourrait donc, donner des informations sur l'expression de manner et également figure. Et également, seulement en partie pour le repérage des emplois métaphoriques. En ce qui concerne la question de recherche linguistique, donc, en fait, nous avons observé les différences entre le français, le tchèque et l'anglais au niveau intertypologique et intratypologique, mais non seulement dans l'expression du mouvement métaphorique, comme c'était attesté chez Lewandowski et Choleskan, mais également dans le mouvement physique, donc dans cette construction, par exemple, come, running, etc., qui est liée donc, à l'absence du path verb, de pur verbe de trajectoire en tchèque. Il reste naturellement un grand nombre de questions ouvertes. Par exemple, comment... Il est 6 heures. Je sais, merci. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier les autres composants de l'événement du mouvement? Donc, non seulement manner et figure, mais donc les autres, ground, goal, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et également, c'est assez important pour l'analyse contrastive. Comment assurer la comparabilité des corpus en termes de taille et également de composition pour pouvoir, par exemple, calculer mutual correspondence entre les différentes expressions. Et dans le mouvement métaphorique, et ça c'est une question épineuse, c'est-à-dire, vous avez pu remarquer, donc seules les métaphores conventionnalisées, figées, donc ont été attestées dans ces données, donc le bruit court, etc. Mais les métaphores vives sont beaucoup plus difficiles à repérer, puisque naturellement elles sont beaucoup moins fréquentes. Et néanmoins, ce qui est sûr, c'est que, et je l'espère donc l'avoir démontré, c'est que donc, grâce au corpus parallèle, nous pouvons courir vers de nouvelles aventures. Et je vous remercie de votre attention. Michel, une question? Oui, c'était à la fois question et remarque. Justement, sur la limite de ces métaphoriques. Ouais. Donc, c'était par rapport à la rumeur court, en fait. C'est ça qui m'a réagi. En fait, donc pour courir en français, un des traits qui ont été décrits par Liliane. Donc, comme trait de manière, il a essentiellement le schéma moteur, en fait, différents du marché, par exemple, et puis la vitesse, en fait, c'est essentiel. Et en général, c'est des entités animées qui courent, donc il y a l'animacité aussi. Donc, peut-être l'intentionnalité, d'abord l'animacité. Donc, il a ces trois traits. Alors, ce qu'il y a là-dedans, c'est que parmi les verbes de changement d'emplacement, si on compare en marché, bon, il a une propriété intéressante, c'est qu'il fait partie des verbes qui peuvent donner lieu à
à une interprétation dans laquelle on rajoute un changement de relation final. Ah oui, c'est de dont on a parlé. Ouais. On peut avoir des interprétations de Luc a couru dans la cour, qui veut dire que Luc a couru et sa course s'est terminée dans la cour. On n'aura jamais ça avec marché. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, notamment, pas essentiellement sur le contexte, mais les emplois ces emplois de courir avec vitesse, ils restent toujours, alors c'est pour ça, pour moi, ils ne sont pas métaphoriques, ils restent toujours des verbes de déplacement, ou le trait de schéma moteur, en fait, est neutralisé, en fait. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, il a couru, j'avais un exemple comme ça, dans toute la circonscription, c'était quelqu'un qui faisait campagne au 19e siècle. Il a couru dans toute la circonscription, en charrette, à vélo, voilà, il ne pas, en fait. Ah oui. Donc, simplement qu'il va vite, en fait. Oui, c'est comme... le trait de vitesse, en général, qui demeure. Et après, il y a des cas où, effectivement, le fait que la cible sur la figure normalement soit animée et neutralisée aussi. On peut avoir l'eau qui court. Voilà. Et alors, du coup, je suis toujours, pour moi, des choses comme un bruit accouru à travers la ville, ça reste parfaitement spatial. Ah oui. C'est pas du tout métaphorique pour moi. Bon. Même, bon, il y a sans doute des phénomènes peut-être un peu de grammaticalisation. Il y a des traits qui sont enfin, une sorte de sémantique machine où il y a certains traits qui sont laissés de côté et d'autres qui demeurent, quoi, des traits de vitesse. Mais ça reste spatial. Et alors après, là, je crois que ça marche bien. C'est plus une question technique. Quand on veut avoir une stratégie pour trouver les endroits métaphoriques, alors là, je pense que ça marche bien le fait de regarder les figures, quoi, les cibles. Notamment parce qu'il y a des constructions comme courir en disque, etc. Voilà. Mais ça, c'est une question ouverte, parce qu'elle est assez compliquée, mais y compris pour les descriptions statiques. J'ai dit ça parce que j'ai déjà entendu dans une autre présentation dire il faut regarder si la cible est concrète ou non. Voilà. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus le site en fait, qui, dans les descriptions statiques, en tout cas, qui fait le site, le ground, qui nous indique si on a affaire ou non, mais ça dépend où on met la limite, comme métaphorique ou non. Mais par exemple, lorsqu'on travaille sur la douleur, dans le cadre d'un projet, une douleur qui parcourt le corps, etc. Pour moi, ça reste, c'est pas du tout métaphorique, parce que c'est localisé. La question, c'est le site est très important et la relation, c'est-à-dire est-ce que ce qui joue le rôle de cible est spatio-temporellement localisé, quoi. Spatialement, c'est ça. Donc, le site joue quand même un rôle très important. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la cible, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai entendu plusieurs fois parler de cible. Alors là, je pense que ça marche pour couvrir justement parce que voilà, on n'est pas dans le statique, il y a couvrir le risque, là, ça va, c'est tranquille. Mais même là, il faut regarder l'étymologie, par exemple, au niveau étymologique, quel lien ça a avec courir la campagne? Et les premières attestations, mais je pense qu'il faudrait peut-être d'autres relations spatiales qui peuvent être classiques, d'autres dynamiques. Il ne faut pas négliger la cible. D'ailleurs, tout à l'heure, dans l'exemple qui était intéressant, c'était le délai qui pourrait, ce qu'on disait comme cible, c'était complètement temporel. En fait. C'est donc le passage du spatial vers temporel. On aurait pu le repérer tout autant avec les sites. Voilà, donc voilà, c'est juste une question donc, qui est pas simple. Oui, mais c'était juste une ébauche d'analyse et je crois que c'est vraiment, ça donne de nouvelles. Une dernière question par rapport à il y a tout ce thème c'était très intéressant à donner sur l'espagnol, alors français-espagnol. Oui, c'était français-espagnol. On avait parti les sorties. Et en fait, on avait tout qui était regroupé dans le salir en espagnol. En fait, en espagnol, on n'a pas vraiment d'équivalent de partir. Et par exemple, quand on dit qu'un avion va partir pour un terre, on dit toujours va salir. Salir. En fait, salir en espagnol,
souvent, ils recouvre à la fois partir et sortir, en fait. Mm. Il n'y a plus tellement le sens de sortir. Ouais, ouais. Et c'est intéressant de le voir dans On ce le retrouve contexte là. restreint de coriander en courant, donc Ouais. qu'on compare. Ouais. Merci. La musique, les musiciennes sont arrivées. Ouais. Ben, moi, j'ai juste une petite question avant d'accueillir proprement nos musiciennes. Justement, est-ce que la fiabilité en fait du système pour extraire les dépendances finales qui sont pas du coup directement en lien, on peut remonter à voir, par exemple, pour rechercher le complément de courir. Parce que le sujet, c'est facile, il est expliqué. Oui, donc mais naturellement, donc il y a donc on a la notation, donc oui, je l'ai passé seulement rapidement. On a donc la notation à Universal Dependency, il y a également donc on a donc l'objet indirect, etc., oblique, etc. Donc c'est quelque chose dont on peut partir de là et on peut donc le combiner avec d'autres traits, donc également donc de morphologie. Donc mais c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? C'est ça. Donc il y a oui, parce que naturellement, c'est également lié au fait que donc, les créateurs de Universal Dependencies donc, ont décidé, encore une fois, délibérément, donc, de ne pas, parce que c'est compliqué d'une manière typologique, donc, de distinguer entre core et non-core arguments. Donc là, c'est vraiment, donc, on peut donc, trouver des moyens de le faire, mais donc, il faut chercher comment, donc, dans ces langues, c'est annoté. Ouais. Ouais. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.